Le pinot noir coûteux s'est instantanément transformé en vinaigre dans ma bouche. Je n'oublierai jamais, aussi longtemps que je vivrai, le son exact de cette immense salle à manger devenant complètement, horriblement silencieuse. C'était un vendredi soir et la salle à manger formelle du domaine Vance à Newport était une véritable leçon d'intimidation de la richesse générationnelle. Nous étions assis à une table en acajou sculptée à la main sur mesure qui coûtait facilement plus cher que la maison d'une famille américaine moyenne. Au-dessus de nos têtes pendait un immense lustre en cristal qui captait la lumière et ressemblait à un millier de diamants en pleurs. Il y avait 20 invités de marque ce soir-là. Nous avions un sénateur d'État éminent assis à ma gauche, un magnate du pétrole à ma droite, et une collection d'héritiers et d'héritières de la vieille noblesse dispersés autour des assiettes en porcelaine fine. Et puis, assis tout en haut de la table, il y avait Charles Vance. Charles était le patriarche, le PDG milliardaire de Vance Énergie, et le père de ma petite amie Chloé. Il était assis en haut de cette longue table comme un roi ancien, inspectant ses sujets loyaux et sans discussion. Tout au long de la soirée, j'avais parfaitement joué mon rôle. Je portais un costume bien taillé. J'ai utilisé la bonne fourchette pour le bar rôti, et j'ai souri poliment aux questions condescendantes et passives-agressives sur mes petites entreprises en démarrage. Mais Charles buvait beaucoup depuis 18 heures. Son visage était rouge d'un mélange de scotch coûteux et d'une colère sous-jacente qu'il portait avec lui partout. La conversation du dîner s'était brièvement tournée vers un récent événement caritatif visant à aider les jeunes défavorisés de la ville. J'ai fait un commentaire modéré et poli sur l'importance absolue de donner aux enfants une chance de se battre, un sujet qui me tenait profondément à cœur compte tenu de mon propre parcours. Cette simple phrase a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Charles a claqué son lourd verre en cristal sur la table. Le tintement sec et violent a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Il m'a regardé droit dans les yeux, ses yeux froids, bleus et complètement dépourvus de chaleur humaine. « Soyons entièrement réalistes ici un instant », a annoncé Charles. Sa voix était un baryton bas et résonnant, cultivé mais cruel, spécialement conçu pour traverser la longue table en acajou et me frapper en plein dans la poitrine. Nous n'amenons pas des chiens errants à la maison. Nous pourrions les nourrir sur le porche arrière, peut-être, si nous nous sentons particulièrement généreux, mais nous ne leur offrons certainement pas une place à notre table. L'air dans la pièce a tout simplement disparu. 20 invités de marque se sont instantanément figés sur leur siège. Les fourchettes planaient à mi-chemin des bouches ouvertes. Chaque paire d'yeux se portait nerveusement entre le patriarche milliardaire et moi. Charles s'est penché en avant. Un sourire mince et terrifiant se formant sur ses lèvres. Cela embrouille la lignée. Vous voyez, un garçon peut avoir ses petites aventures. Une fille peut avoir sa rébellion. Mais on n'amène pas des déchets de la rue à un dîner de gala. On ne prétend pas qu'un homme qui a grandi dans le système de placement familial, un homme sans vraie famille ni nom propre, a sa place dans une pièce où les couverts coûtent plus cher que toute sa valeur nette. J'ai senti le sang se retirer complètement de mon visage, s'accumulant lourdement dans mes mains, les faisant trembler légèrement sous l'épaisse nappe en lin. J'ai serré les poings sous la table jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent profondément dans ma peau. Utilisant la douleur physique aiguë pour me ramener à la réalité, j'ai regardé Chloé, la femme que j'aimais. Elle était pâle, regardant fixement son assiette, refusant absolument de croiser mon regard. Elle n'a rien dit, pas un seul mot pour me défendre. Regardez-le, a ricané Charles, me désignant avec sa fourchette en argent comme si j'étais un spécimen dans un bocal. Il sait qu'il est un imposteur. Il sait qu'il n'a pas sa place ici. C'est en fait méchant pour lui de le laisser faire semblant. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. Je ne suis pas un chien errant. Je suis le fondateur et l'actionnaire majoritaire de Nexus Dynamics, l'une des entreprises de technologie verte les plus agressives et les plus prospères de la Silicon Valley. Mais ce soir, dans ce manoir de Newport, je n'étais que le petit ami sans nom et sans visage, exécuté publiquement pour le crime d'être né pauvre. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas jeté mon verre à la figure. J'ai soigneusement décroché ma serviette de mes genoux. Je l'ai posée sur la table, lissant le lin blanc avec une précision délibérée et angoissante. Le silence était si lourd qu'il ressemblait à une pression physique poussant contre mes tympans. Je me suis levé lentement, ajustant ma veste de costume. J'ai regardé Charles droit dans les yeux. J'ai refusé de le laisser voir la moindre once de peur. Merci pour le repas, Charles, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, ne trahissant absolument rien de l'ouragan qui faisait rage dans ma cage thoracique. Et merci pour la clarté.
Il est vraiment rare de rencontrer un homme si désireux de montrer au monde entier à quel point il est vraiment petit. Le halètement collectif qui a fait le tour de la table a aspiré l'oxygène restant de la pièce. Charles a cligné des yeux, son sourire arrogant faiblissant une microseconde avant de se durcir en une rage pure et sans mélange. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger. Je n'ai pas couru. J'ai marché avec la cadence lente et délibérée d'un homme qui avait déjà traversé le feu et qui savait pertinemment qu'il ne brûlerait pas. La brise froide et salée de l'Atlantique a frappé mon visage au moment exact où je suis sorti des lourdes portes en chêne du manoir, apportant un soulagement rude mais profondément bienvenu à ma peau brûlante. L'immense allée de gravier était une vitrine de l'ingénierie automobile européenne, une mer de richesse reflétant le clair de lune. J'ai marché à pas lourds vers ma berline modeste et fiable, qui était garée de manière visible entre une Ferrari noire élégante et une Porsche 911 argentée. J'ai gardé cette voiture simple pour une raison. C'était mon ancre. C'était un rappel quotidien d'où je venais exactement et de la dureté avec laquelle j'avais travaillé pour en arriver là. J'ai sorti mes clés de ma poche et j'étais sur le point d'atteindre la poignée de ma portière lorsque j'ai entendu le crissement frénétique et désespéré de talons au courant sur le gravier derrière moi. Julian, attends. S'il te plaît, attends. C'était Chloé. Elle courait vers moi dans la pénombre, sa robe en soie sur mesure coûteuse prise dans le vent de l'océan, la faisant paraître essoufflée et paniquée. Je me suis arrêté, posant ma main sur le toit métallique froid de ma voiture, et je me suis lentement tourné pour lui faire face. Julian, s'il te plaît, halta-t-elle, m'atteignant enfin et tendant la main pour saisir mon bras. Ses yeux étaient grands, remplis d'un mélange de peur et d'embarras. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Je te le jure sur ma vie. Je n'avais absolument aucune idée qu'il allait être aussi vicieux ce soir. J'ai baissé les yeux sur sa main délicate posée sur la manche de ma veste, puis j'ai levé les yeux sur son visage. J'avais profondément aimé cette femme. J'avais passé les 2 dernières années de ma vie à essayer de combler l'énorme fossé invisible entre nos 2 mondes entièrement différents. J'avais tellement essayé de lui montrer que le caractère, l'intégrité et la façon dont on traite le serveur comptaient tellement plus que les fonds fiduciaires et les codes postaux. Mais en la regardant en ce moment, frissonnant légèrement dans l'air frais de la nuit, tout ce que je voyais était de la faiblesse. Il m'a traité de déchet de la rue, Chloé, dis-je. Ma voix était basse, dépourvue de cris, mais dangereusement calme. Il m'a humilié devant 20 des personnes les plus puissantes de cet État. Il m'a dépouillé de tout. Et toi? Tu es juste restée assise là. Tu as regardé ton assiette de nourriture coûteuse. Il est ivre, Julian, a-t-elle plaidé, de grosses larmes montant à ses yeux et coulant sur ses joues. Il est sous une énorme pression en ce moment. Tu sais, Vance Énergie a des difficultés. La nouvelle fusion d'entreprises lui pèse horriblement. S'il te plaît, Nan Notu, sois le plus grand. Je lui parlerai demain quand il sera sobre. Je le forcerai à s'excuser auprès de toi. Reviens juste à l'intérieur avec moi. S'il te plaît, ne fais pas de scène et ne gâche pas la soirée. Un rire amer et sec s'est échappé de mes lèvres avec force. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ne pas faire de scène. Ton père vient d'essayer de me dépouiller publiquement de ma dignité humaine. Il m'a traité de chien errant et tu t'inquiètes de faire une scène à un dîner. J'ai retiré mon bras doucement mais fermement de sa prise. On ne peut pas réparer une pourriture aussi profonde, Chloé. On ne peut tout simplement pas. Il ne m'a pas seulement insulté ce soir. Il m'a montré exactement ce qu'il pense de moi. Mais plus important encore, dans ce silence à table, tu m'as montré exactement qui tu es. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle crié, reculant d'un pas stupéfait comme si je l'avais physiquement poussé. Ça veut dire que tu penses qu'il a raison, dis-je doucement, la réalisation dévastatrice s'installant lourdement et définitivement dans ma poitrine. Au fond de toi, tu es d'accord avec lui. Tu penses que tu te dégrades en sortant avec moi. Tu penses que je devrais être infiniment reconnaissant d'endurer ces abus juste pour le simple privilège de me tenir à côté de toi sur les photos. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, a-t-elle sangloté, sa voix résonnant légèrement dans l'allée vide. Si tu me respectais vraiment, Chloé, si tu m'aimais vraiment comme un égal, tu aurais renversé cette table à la seconde où il a ouvert la bouche. Tu serais sorti avec moi, ai-je répondu en ouvrant la portière de ma voiture et en montant à l'intérieur. Je rentre chez moi. Ne me suis pas. Julian, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne le laisse pas gagner.
Ne le laisse pas nous séparer, a-t-elle crié par-dessus le bruit de mon moteur qui démarrait. J'ai baissé la vitre et j'ai regardé au-delà d'elle, fixant l'énorme forteresse de pierre d'un manoir qui se dressait dans l'arrière-plan sombre. C'était un monument à l'ego, à la richesse héritée et à la cruauté. Il ne peut pas briser ce qu'il ne possède pas, dis-je en la regardant dans les yeux une dernière fois. Retourne à l'intérieur, Chloé. Ton père s'attend à ce que tu finisses ton dessert. J'ai remonté la vitre, j'ai mis la voiture en marche et je suis parti. Les pneus ont projeté une gerbe de gravier blanc. J'ai regardé Chloé rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'elle soit complètement engloutie par les ombres de l'immense domaine, me laissant seul avec la route devant moi. Conduisant seul sur les courbes sinueuses de la Pacific Coast Highway, l'obscurité absolue de l'océan reflétait parfaitement mon humeur. La chute d'adrénaline de la confrontation a finalement frappé mon système comme un coup physique. Mes mains agrippaient le volant en cuir si fort que mes jointures étaient devenues complètement blanches, et ma mâchoire me faisait mal à force de serrer les dents. Le son rythmé des pneus sur l'asphalte agissait comme un métronome, ramenant mon esprit en arrière, me forçant à rejouer le douloureux résumé de ma vie que Charles Vance trouvait si incroyablement dégoûtant. Je me suis souvenu de l'odeur distincte et suffocante d'eau de javel industriel et de choux bouillis dans les foyers d'accueil de l'État. Je me suis souvenu du sentiment lourd et écrasant au creux de mon estomac en tant que garçon de 7 ans assis sur un matelas usé, réalisant enfin que personne ne viendrait me sauver. Je devais me sauver moi-même. Je me suis souvenu d'avoir travaillé de pénibles doubles quarts de travail à servir des tables dans un restaurant graisseux, traitant avec des clients impolis et suffisants qui claquaient des doigts pour que je puisse rassembler assez d'argent pour payer mes manuels de community college. Chaque dollar que j'avais jamais gagné était trempé de ma propre sueur. La famille Vance ne m'avait jamais explicitement interrogé sur mon portefeuille financier. Ils voyaient mes costumes pratiques et prêts à porter. Ils ont entendu par ouï dire que je n'avais pas de parents ni de maison familiale à visiter pour Thanksgiving, et ils ont immédiatement tiré leurs conclusions à toute épreuve. Je me souviens très bien de la toute première fois où j'ai rencontré Victoria, la mère de Chloé. Nous étions à un déjeuner de country club. Elle m'avait regardé de haut en bas avec des yeux qui ressemblaient à des morceaux de glace brisés. Son faux sourire poli n'atteignait jamais tout à fait ses joues. Au cours de notre brève conversation, elle avait mentionné de manière décontractée et stratégique le divorce compliqué d'un ami riche. Elle s'était spécifiquement penchée et avait souligné à quel point l'argent ruine toujours les relations lorsque l'une des parties n'apporte absolument rien à la table. N'êtes-vous pas d'accord, Julien? Ce n'était pas une question. C'était un avertissement calculé et venu me tirer directement à mon encontre. Puis il y avait Wyatt, le frère aîné de Chloé. Wyatt était le soi-disant enfant chéri, l'héritier choisi de l'Empire Vance. Wyatt était un témoignage vivant et respirant des dangers de la confiance non méritée et d'un héritage massif. Il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Je me souviens d'un incident spécifique lors d'un cocktail caritatif il y a 1 an. Wyatt, ivre et chancelant, avait négligemment renversé un verre plein de vin rouge sur la seule veste de costume décente que j'avais. Au lieu de s'excuser, il a juste éclaté d'un rire retentissant et odieux, a sorti son pince-billet et a dit « Ne t'inquiète pas, Julien. Tiens, je vais te faire un chèque de 50 $. Tu pourras aller au magasin discount et en acheter 3 autres de ces chiffons bon marché. » J'avais ravalé ma fierté cette nuit-là. J'avais ravalé ma fierté à chaque fois qu'il me lançait une insulte subtile. Non pas parce que j'étais faible, non pas parce que j'étais intimidé par leur argent, mais parce que je jouais un jeu beaucoup plus grand. Ils ne connaissaient pas la vérité. Ils ne savaient pas que j'avais bâti Nexus Dynamics à partir de rien, en commençant avec un seul ordinateur portable dans un garage glacial et non chauffé. Lorsque la technologie d'énergie verte de l'entreprise a explosé sur le marché, lorsque mes brevets ont commencé à rapporter des centaines de millions de dollars rien qu'en frais de licence, j'ai fait un choix très conscient et délibéré de rester complètement à l'écart des projecteurs. J'ai utilisé des holdings complexes, des accords de non-divulgation et un PDG par procuration très bien payé pour gérer toutes les négociations publiques et les apparitions médiatiques. Je voulais de l'intimité. Je voulais une vie normale. Je voulais que mon travail révolutionnaire parle de lui-même plutôt que de devenir un milliardaire célèbre. Je n'avais jamais menti à Chloé. Je lui avais dit que je dirigeais une entreprise de technologie en ville. Elle a simplement supposé, en se basant sur mon style de vie humble, qu'il s'agissait d'une petite entreprise de support informatique en difficulté et n'a jamais pris la peine de demander les détails financiers. Sa famille n'a jamais pris la peine de regarder au-delà de la surface non plus.
Ils étaient complètement aveuglés par leurs propres préjugés profondément ancrés. Ils croyaient fermement que la vraie richesse et le vrai pouvoir ne venaient que d'une longue lignée ininterrompue de sang aristocratique, et non de l'esprit brillant d'un orphelin. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, le moteur de ma voiture rugissant avec défi dans la nuit vide. Charles Vance pensait m'avoir remis à ma place ce soir. Il pensait avoir écrasé sans effort un insecte insignifiant sur son pare-brise. Il n'avait absolument aucune idée qu'il venait de déclarer une guerre totale au seul homme détenant les clés de la survie de son entreprise. Je suis finalement arrivé à mon penthouse privé au cœur du centre-ville juste avant 22 heures. J'ai contourné le hall principal et j'ai pris l'ascenseur privé directement. Au moment où les portes se sont ouvertes, j'ai traversé les planchers de bois francs jusqu'aux immenses fenêtres du sol au plafond, regardant la ligne d'horizon scintillante et sans fin de la ville que j'avais conquise. La colère brûlante du dîner avait complètement disparu maintenant. À sa place se trouvait une concentration froide, vive et terrifiante. Mon téléphone portable sécurisé a vibré bruyamment sur l'îlot de cuisine en marbre, brisant le silence de l'immense appartement. Je l'ai décroché. L'identifiant de l'appelant indiquait Sarah. Sarah était mon assistante exécutive, ma chef de cabinet, et sans aucun doute, l'esprit opérationnel le plus vif et le plus impitoyable que j'ai jamais rencontré dans le monde des affaires. Julian, a dit Sarah. Sa voix était tendue, sèche et strictement professionnelle au moment exact où j'ai répondu à l'appel. Je sais qu'il est tard un vendredi soir, et je sais que vous assistiez au dîner de la famille Vance, mais nous avons un développement majeur et urgent. L'avocat d'entreprise de Vance Énergie vient d'envoyer un email très agressif et exigeant à notre équipe juridique. Continuez, dis-je, sans quitter des yeux les lumières de la ville en contrebas. Ils exigent que nous avancions la signature officielle de la fusion d'entreprise à lundi matin à 9 heures précises, a expliqué rapidement Sarah. Julian, ils perdent de l'argent à un rythme sans précédent. Leurs actions sont sur le point de s'effondrer totalement. S'ils n'obtiennent pas immédiatement l'injection de capital de l'acquisition de Nexus dans leur compte, ils ne pourront pas honorer leurs énormes obligations de dette envers les banques d'ici mardi. Ils sont désespérés. Je suis resté parfaitement immobile, regardant mon faible reflet dans le verre sombre et froid. Vance Énergie était un dinosaure mourant. C'était une vieille et lourde entreprise de combustibles fossiles qui n'avait pas réussi à innover depuis 2 décennies. Maintenant, ils tentaient désespérément de se tourner vers le secteur des technologies vertes pour se sauver de la faillite totale. Ils avaient besoin de Nexus Dynamics pour survivre. Ils avaient besoin de ma technologie brevetée. Ils avaient besoin de mes énormes réserves de liquidités. Charles Vance savait que Nexus était la cible ultime. Il connaissait nos finances sur le bout des doigts. Au cours des 6 derniers mois, il avait supplié et plaidé auprès de mon PDG par procuration pour finaliser cet accord. Ce que Charles Vance ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans son esprit arrogant, c'est que le déchet de la rue qu'il venait d'humilier devant ses amis milliardaires était l'actionnaire majoritaire et le décideur ultime et incontestable de l'entreprise même qu'il priait pour son salut. Sarah, dis-je, ma voix baissant d'une octave, stable comme la pierre. Oui, Julian, quelle est la marche à suivre? Annulez tout. Annulez tout l'accord. Il y eut une brève pause stupéfaite sur la ligne cryptée. Même Sarah, qui était habituée à mes tactiques commerciales agressives, a été prise au dépourvu. Je suis désolé. La connexion a dû être coupée une seconde. Julian, venez-vous de dire d'annuler la fusion? L'accord est actuellement évalué à 4 milliards de dollars. Les frais de résiliation contractuels seuls vont nous coûter, je me fiche des frais de résiliation, l'interrompis-je, mon ton tranchant dans l'air, ne laissant absolument aucune place au débat ou à l'hésitation. Faites le chèque de pénalité directement sur le fonds opérationnel ce soir. Mettez fin à la lettre d'intention. Retirez immédiatement nos engagements de financement. Notifiez la SEC que Nexus Dynamics se retire de toutes les négociations à compter de 7 minutes exactes. Julian, vous devez comprendre les retombées ici, a averti Sarah, ses doigts volant déjà sur son clavier en arrière-plan. Cela va absolument les détruire. Si nous retirons notre soutien dès maintenant sans avertissement, le marché libre massacrera leurs actions lundi matin. Ils n'ont pas de plan de secours. Ils n'ont pas d'autre bouée de sauvetage financière. C'est exactement le but, Sarah. Je veux que vous rédigiez l'avis de résiliation officielle dès maintenant. Compris, a-t-elle dit, passant instantanément en mode exécution. Quelle raison notre équipe juridique doit-elle invoquer pour ce retrait soudain? Ne laissez pas l'équipe juridique l'envoyer,
ai-je ordonné froidement. Je veux que vous contourniez entièrement leurs avocats d'entreprise. Envoyez l'avis de résiliation directement à l'adresse email privée de Charles Vance. Citez des valeurs d'entreprise incompatibles et un leadership hautement toxique comme seule raison de notre retrait. Faites en sorte qu'il soit tout à fait clair que Nexus Dynamics refuse de faire des affaires avec des bigots qui méprisent la classe ouvrière. L'avis de résiliation sera dans sa boîte de réception privée dans exactement 5 minutes, a confirmé Sarah, le son de sa frappe résonnant bruyamment sur le haut-parleur. Merci, Sarah. Passez un bon week-end et reposez-vous. Lundi matin sera un bain de sang absolu à Wall Street. J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone nonchalamment sur le canapé en cuir moelleux. Je me suis dirigé vers le bar du coin, je me suis versé un simple verre d'eau glacée et je l'ai bu d'un trait, sentant le froid frapper mon estomac. La lourde guillotine de fer avait été libérée. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de m'asseoir et d'attendre que la lame tombe. Je me suis réveillé étonnamment tôt le samedi matin, me sentant plus reposé et l'esprit plus clair que depuis des mois. Je suis allé à la cuisine, j'ai allumé les nouvelles et j'ai préparé une cafetière de café filtre bon marché et amer. Une habitude tenace et rassurante qui me restait de mes jours d'étudiant complètement fauché et que je n'ai jamais tout à fait perdu. Bien que j'ai un chef privé à disposition, je suis sorti sur la vaste terrasse. La ville se réveillait juste en dessous de moi, complètement inconsciente du tremblement de terre d'entreprise massif qui allait frapper le quartier financier lundi. À 8 heures, mon téléphone portable personnel a commencé à vibrer sans relâche sur la table. J'ai jeté un coup d'œil désinvolte à l'écran. J'avais 7 appels manqués et une douzaine de SMS frénétiques de Chloé. Je les ai tous ignorés. L'email de résiliation officielle était bien arrivé dans la boîte de réception de Charles la nuit dernière, mais la nouvelle n'avait pas encore été divulguée à la presse ou aux agences de presse. Pour l'instant, seuls les plus hauts niveaux de la direction de Vance Énergie savaient qu'il se tenait soudainement au bord d'un précipice terrifiant sans parachute. À 8h30 précise, mon interphone sécurisé a sonné. C'était le chef de la sécurité de mon immeuble résidentiel. Monsieur Thorne, a dit le garde, l'air légèrement agité. Je m'excuse sincèrement pour l'interruption matinale un week-end, monsieur, mais il y a une femme ici dans le hall principal qui exige de vous voir immédiatement. Une madame Victoria Vance. Elle est très insistante et menace de faire une scène si nous ne la laissons pas monter. Je me suis souri, prenant une lente gorgée de mon café chaud. C'est bon, Marcus. Faites-la monter. Exactement 5 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur privé se sont ouvertes silencieusement directement dans mon hall d'entrée. Victoria Vance est sortie. Elle était impeccablement vêtue d'un tailleur de créateur de couleur crème, tenant un rare sac Birkin qui coûtait beaucoup plus cher que mes 3 premières voitures réunies. Sa posture était incroyablement rigide, le menton haut, et son visage était figé dans un masque serré et soigneusement pratiqué de dédain poli. Elle ressemblait exactement à une femme qui avait passé toute sa vie privilégiée à essayer de contrôler l'incontrôlable avec de l'argent. Elle a traversé rapidement mon salon, ses talons coûteux claquant sèchement sur le parquet. Elle a regardé le décor moderne et minimaliste avec un rictus de jugement à peine dissimulé. Elle ne savait évidemment pas que je possédais tout le pantouse du dernier étage. Elle a probablement supposé que je louais un petit studio hors de prix. « Bonjour, Victoria » dis-je nonchalamment, m'appuyant confortablement contre le comptoir de cuisine en marbre, tenant ma tasse de café. À quoi dois-je exactement ce plaisir inattendu? Charles vous a-t-il envoyé ici pour terminer le discours qu'il a commencé hier soir? Elle s'est arrêtée à quelques mètres de moi, serrant son sac coûteux avec des mains aux jointures blanches. Charles ne sait pas que je suis ici. Et franchement, Julian, je n'ai ni le temps ni la patience pour votre attitude sarcastique aujourd'hui. Notre famille fait face à une crise commerciale catastrophique et très sensible ce matin, et mon mari est en train de perdre la tête. Vraiment, demandai-je, feignant une surprise innocente complète. Je suis désolé d'entendre ça. Oui, vous l'êtes, a-t-elle lancé. Et la toute dernière chose dont cette famille a besoin en ce moment, c'est que Chloé fasse une énorme crise de colère à cause d'une rupture dramatique avec un homme en dessous de son rang. Victoria a rapidement fouillé dans son sac de créateur et a sorti une enveloppe blanche épaisse et nette. Elle l'a jetée avec mépris sur le comptoir en marbre entre nous. Elle a atterri avec une gifle douce et incroyablement insultante. Il y a un chèque de banque certifié à l'intérieur de cette enveloppe pour exactement 100 000 $. Elle a dit, son ton dégoulinant d'une condescendance absolument venimeuse. Je veux que vous le preniez. Je veux que vous emballiez vos affaires bon marché,
que vous quittiez l'État et que vous bloquiez le numéro de téléphone de Chloé, que vous disparaissiez de nos vies de façon permanente. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe blanche, puis j'ai lentement relevé les yeux sur son visage parfaitement manucuré. Laissez-moi bien comprendre. Vous êtes venu chez moi à 8 heures du matin pour me soudoyer afin que je quitte votre fille. Oh, laissons tomber le numéro fatigant, Julian, a-t-elle soupiré lourdement, agitant la main avec dédain dans les airs. Nous savons tous les deux exactement comment le monde fonctionne. Nous savons tous les deux que vous ne sortiez avec elle que pour l'accès financier et le style de vie. Les gens de votre classe inférieure le sont toujours. J'ai enduré 30 ans d'un mariage misérable et sans amour juste pour protéger ma part de l'héritage et construire l'héritage de cette famille. Je refuse de laisser un moins que rien de la rue entraîner ma fille dans la boue. Prenez l'argent, Julian. C'est un salaire généreux. C'est plus d'argent que vous ne gagnerez jamais en une décennie de service de table ou quel que soit le travail pathétique que vous faites. J'ai tendu la main et j'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas pris la peine de l'ouvrir. Je la tenais légèrement entre mes doigts, sentant la texture lourde et coûteuse du papier de la banque. 100 000 $. J'ai réfléchi à voix haute, inclinant la tête. Entièrement exonérée d'impôts, a-t-elle ajouté avec suffisance, un sourire victorieux touchant enfin ses lèvres. Un nouveau départ. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression complètement, glacialement vide. Puis, lentement et délibérément, sans rompre le contact visuel, j'ai déchiré l'enveloppe et le chèque de banque à l'intérieur proprement en deux. Ensuite, j'ai empilé les morceaux et je les ai déchirés en 4. J'ai ouvert la main et j'ai laissé les morceaux de papier déchiquetés et inutiles tomber comme de la neige dans la poubelle à côté du comptoir. La mâchoire de Victoria est littéralement tombée. Le masque aristocratique de dédain poli s'est complètement brisé, révélant un choc pur et sans mélange. Êtes-vous cliniquement fou? Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? Je pense que vous devriez quitter ma maison maintenant, Victoria, dis-je, ma voix tombant à un murmure dangereux et glacial. Et honnêtement, vous auriez vraiment dû garder cet argent pour vous, car lundi matin, votre famille aura besoin de chaque centime pour survivre. Je n'avais pas besoin d'être dans la pièce pour savoir ce qui s'est passé ensuite. J'ai appris plus tard exactement comment le reste de ce week-end s'est déroulé au domaine Vance. Mon équipe de sécurité privée et mes contacts bien placés dans l'industrie m'ont fourni une image très claire et détaillée du chaos absolu que j'avais déchaîné sur eux. Au moment exact où Charles Vance a ouvert son email privé et a lu mon avis de résiliation brutale le vendredi soir, le domaine calme et luxueux s'est transformé en une zone de guerre active. Il n'a pas dormi. Il a passé toute la nuit et tout le samedi matin à crier à plein poumon sur son avocat d'entreprise principal au téléphone. Il arpentait les planchers de son bureau en acajou, exigeant qu'il trouve une faille juridique, une rupture de contrat, une technicité, absolument n'importe quoi pour forcer Nexus Dynamics à revenir à la table des négociations. Mais mon équipe juridique était la plus chère et la plus minutieuse du pays. Nos contrats étaient des armures à toute épreuve. Nous avions viré l'énorme pénalité de résiliation sans faille et immédiatement. D'un point de vue juridique, nous étions des fantômes. Nous étions partis. Le samedi après-midi, la panique pure et suffocante avait profondément infecté le reste de la famille. Wyatt, l'enfant chéri arrogant, a finalement eu vent du désastre et a fait irruption violemment dans le bureau à domicile de Charles. Wyatt ne se souciait pas des milliers d'employés qui allaient perdre leur emploi. Il ne se souciait pas du fier héritage de l'entreprise de son grand-père. Wyatt se souciait d'une seule chose, son énorme héritage. « Qu'est-ce que tu veux dire par le deal Nexus est complètement mort ?» avait crié Wyatt, le visage pâle de terreur, la voix tremblante. « Tout mon fonds fiduciaire est fortement lié à ce cours de l'action. Papa, j'ai des effets de levier massifs et des appels de marge à couvrir avec la banque. Si l'action s'effondre à l'ouverture du marché lundi, la banque va exiger mes prêts. Je serai en faillite. » Charles, épuisé, avec la gueule de bois et désespéré, a essayé de faire taire son fils hystérique. « Je m'en occupe, Wyatt. » Baisse la voix. Le PDG par procuration de Nexus ne fait que jouer dur pour baisser l'évaluation. Je vais l'avoir au téléphone. Je vais prendre l'avion pour son bureau. Je lui offrirai un siège permanent au conseil d'administration. Je lui offrirai 20% des droits de vote. Quoi qu'il veuille, je le lui donnerai. Ils ne prennent même pas nos appels. Leurs avocats ont bloqué nos numéros, a crié Wyatt en retour, jetant un presse-papier en cristal à travers la pièce. Je ne vais pas couler avec ce navire.
J'appelle mon courtier privé tout de suite. Je lui demande de vendre massivement à découvert l'action et de vendre toutes mes actions personnelles lundi matin à l'ouverture, juste avant que le public ne découvre que nous sommes ruinés. Si tu vends des millions d'actions à l'ouverture, tu déclencheras une vente massive et incontrôlable, a rugi Charles, son visage devenant violet alors qu'il réalisait que sa propre chair et son propre sang se préparaient à le poignarder dans le dos. Tu déclencheras une panique. Tu détruiras complètement cette entreprise juste pour sauver ta peau. Regarde-moi faire, a craché Wyatt en sortant de la pièce en trombe. C'était la dure et laide réalité de la lignée Vance dont ils étaient si incroyablement fiers, sous les costumes sur mesure, les galas de charité et les adhésions snob au country club. Ils étaient vicieux. Lorsque la vraie pression est arrivée, lorsque leur énorme richesse a été réellement menacée, il n'y avait absolument aucune loyauté familiale. Il n'y avait pas d'honneur. Il n'y avait que de l'égoïsme primal pur et sans mélange. Ils étaient plus que disposés à cannibaliser leur propre père pour survivre à l'hiver. Pendant qu'ils se déchiraient vicieusement dans leur immense manoir de Newport, criant sur les avocats et les fonds fiduciaires, j'ai passé tout mon dimanche dans un silence total et non perturbé. Je n'ai pas ouvert une bouteille de champagne. Je n'ai pas célébré ni me suis vanté auprès de mes amis. Je me suis assis seul dans mon bureau sombre, fixant attentivement la lumière bleue brillante de 3 grands moniteurs, me préparant pour la frappe létale finale. Le monde des affaires est intrinsèquement impitoyable, et je ne suis pas un saint. Je savais très bien que le retrait de la fusion dévasterait Charles Vance financièrement, mais cela nuirait aussi profondément aux milliers de personnes innocentes et travailleuses actuellement employées chez Vance Énergie. Je devais savoir exactement quel genre de dommages collatéraux je causais. Je devais regarder les chiffres avant de brûler toute la structure. Tard le dimanche soir, alors que la ville à l'extérieur de ma fenêtre dormait, je me suis connecté en toute sécurité à un serveur privé hautement crypté. Au cours des 6 derniers mois de diligence raisonnable intense pour la fusion d'entreprises, Nexus Dynamics avait légalement exigé et reçu un accès total aux dossiers financiers les plus profonds et les plus confidentiels de Vance Énergie. Charles avait désespérément tenté de cacher les parties laides et saignantes de son bilan dans des comptes offshore complexes, mais mon équipe de comptables judiciaires était les limiers les plus implacables du monde. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique et j'ai passé des heures à passer manuellement au peigne fin les données brutes. Et ce que j'ai trouvé caché dans les feuilles de calcul a complètement changé la donne. Cela a transformé ma vendetta personnelle et silencieuse en une croisade juste et enflammée. Charles Vance n'était pas seulement un homme d'affaires spectaculairement incompétent. C'était un criminel désespéré. Selon les registres cachés, il avait activement dissimulé des pertes financières massives et catastrophiques dans ses principales divisions de combustibles fossiles depuis plus de 5 ans. Pour maintenir le cours de l'action de l'entreprise artificiellement gonflée à Wall Street et pour maintenir agressivement son propre style de vie de milliardaire jet-set, il empruntait illégalement des sommes massives directement sur les fonds de pension des employés. Il volait systématiquement le salaire différé de la classe ouvrière. Il pillait tranquillement les comptes de retraite sécurisés d'hommes et de femmes qui avaient passé 30 ans à se casser le dos sur des plateformes pétrolières et dans des raffineries pour lui. Il volait effectivement le fonds d'études de ses employés pour payer les sacs Birkin de sa femme et la Ferrari de son fils. Si Vance Énergie faisait totalement faillite lundi, ce qui arriverait absolument mathématiquement sans mon injection de liquidité immédiate, ces milliers de personnes innocentes perdraient tout. Leur pension viagère s'évaporerait tout simplement, les laissant complètement démunis au crépuscule de leur vie. Je me suis penché lourdement en arrière dans ma chaise, la lumière bleue froide des moniteurs se reflétant nettement dans mes yeux. La pure hypocrisie de la situation me faisait bouillir le sang. Charles m'avait regardé de haut et m'avait traité de déchet de la rue. Il méprisait la classe ouvrière. Il voyait ses propres employés loyaux de la même manière qu'il me voyait, comme des outils jetables et sans nom, conçus uniquement pour servir sa grandeur et rembourrer son portefeuille. À ce moment précis, assis dans le noir, la mission a radicalement changé. Il ne s'agissait plus seulement d'un homme riche et arrogant qui m'insultait lors d'un dîner chic. Il s'agissait de sauver des milliers de vies innocentes d'un tyran toxique qui croyait sincèrement que sa lignée riche le plaçait complètement au-dessus de la loi. Je n'allais plus seulement briser la fierté de Charles Vance. J'allais le retirer chirurgicalement de l'entreprise par la force et prendre moi-même le volant. J'ai ouvert un nouveau document vierge sur mon écran. J'ai commencé à rédiger une stratégie de prise de contrôle hostile très agressive. C'était brutal. C'était légalement irréprochable, et cela ne laissait à Charles Vance absolument aucune issue. J'ai travaillé toute la nuit, alimenté par du café noir et un sens froid et moteur de la justice.
Au moment où le soleil a commencé à se lever sur la ville le lundi matin, le piège était entièrement tendu. J'étais prêt. Le lundi matin est arrivé comme un violent orage. À 9h30 précise, heure de l'Est, la cloche d'ouverture de la bourse a sonné. La nouvelle terrifiante que Nexus Dynamics s'était brusquement, sans avertissement, retirée de l'acquisition de Vance Énergie a frappé les agences de presse financières comme une bombe nucléaire. La réaction du marché a été instantanée, impitoyable et incroyablement violente. L'action de Vance Énergie a chuté de 20% de manière stupéfiante dans les 10 premières minutes de négociation active. À 10h, la vente massive de panique menée par Wyatt Vance qui se débarrassait de ses propres actions a fait chuter l'action de 40%. Les systèmes de négociation automatisés ont dû suspendre la négociation de l'action à 2 reprises en raison d'une volatilité extrême et incontrôlable. C'était un bain de sang financier complet qui se déroulait en direct à la télévision nationale. J'étais assis calmement dans mon immense bureau d'angle au siège social de Nexus Dynamics, regardant le ticker rouge défiler agressivement en bas de mon écran de télévision murale. Mon téléphone de bureau sécurisé a sonné. C'était Sarah. « Julien » a-t-elle dit, sa voix portant une rare note tendue d'urgence. J'ai un appel non enregistré très sensible en attente sur la ligne 2. C'est Elia Thorne. J'ai haussé un sourcil. Elia Thorne était le directeur financier de Vance Énergie. C'était le bras droit de Charles, le type qui était censé tenir les comptes et gérer les opérations quotidiennes. Passez-le sur la ligne cryptée sécurisée. Il y a eu un clic sec, puis un soupir lourd et complètement épuisé a résonné dans le haut-parleur du bureau. « Est-ce que je parle directement au PDG de Nexus Dynamics » a demandé Elia, sa voix tremblant légèrement. « C'est bien ça » ai-je répondu, gardant ma voix intentionnellement déguisée par un léger filtre électronique que nous utilisions pour toutes les négociations externes afin de protéger mon identité. « Vous avez beaucoup de culot de m'appeler directement aujourd'hui, Elia. »« S'il vous plaît, écoutez-moi » a dit Elia, l'air complètement paniqué. « Je sais que Charles a offensé votre équipe. Je sais qu'il est incroyablement arrogant et impossible à gérer, mais si vous vous retirez complètement de cet accord aujourd'hui, cette entreprise mourra au coucher du soleil. Des milliers de bonnes personnes travailleuses perdront leur emploi et leur maison. Cela ressemble à un échec de leadership catastrophique de votre part, Elia. Pas du mien, ai-je répondu froidement. Écoutez-moi, a plaidé Elia, baissant la voix à un murmure frénétique et feutré, clairement terrifié d'être entendu. Je suis au courant de la fraude massive aux pensions. Je sais que Charles siphonne illégalement les comptes de retraite des employés pour couvrir les appels de marge. J'ai activement essayé de l'arrêter il y a des mois, mais il a menacé de ruiner absolument ma carrière. Si cette entreprise fait faillite aujourd'hui, la SEC enquêtera, et Charles prévoit de me faire porter le chapeau pour tout le détournement de fonds afin de se sauver. Je suis resté complètement silencieux, le laissant transpirer abondamment à l'autre bout du fil. C'était un rat, abandonnant désespérément un navire en train de couler. Mais en ce moment, c'était un rat incroyablement utile. J'ai un disque dur crypté sécurisé, a finalement avoué Elia, sa respiration lourde. Il contient chaque email supprimé, chaque virement bancaire caché et chaque preuve tangible dont vous avez besoin pour envoyer Charles Vance en prison fédérale pour une décennie. Je vous donnerai tout. S'il vous plaît, achetez l'entreprise, sauvez les pensions des employés et donnez-moi une immunité légale complète. Je ne veux pas une promotion massive. Je veux juste ne pas aller en prison. Un sourire lent et froid s'est dessiné sur mon visage. La pièce finale absolue du puzzle venait de tomber parfaitement entre mes mains. Apportez le disque directement à mon bureau dans exactement 1 heure, Elia. Si les données sont solides, vous avez un accord. À 10h45 précise, le système d'alerte de sécurité rouge fortement intégré au bureau de Sarah a clignoté vivement. Julien, a-t-elle dit rapidement par l'interphone du bureau. Nous avons une situation très volatile dans le hall principal. Charles Vance est ici dans le bâtiment. Il a physiquement contourné le bureau de sécurité inférieur et crie actuellement sur la réception, exigeant une rencontre en face à face avec vous immédiatement. Je me suis levé lentement de mon fauteuil en cuir, ajustant les poignets de ma chemise sur mesure et redressant ma cravate. Laissez-le monter à l'étage de la direction, Sarah. Mais en aucun cas ne l'amener à mon bureau. Compris. Où dois-je le mettre? Mettez-le dans la salle de conférence B, celle en verre qui fait face à l'est. Celle où le soleil du matin tape directement dans la pièce et la rend inconfortablement chaude parce que la climatisation est actuellement en maintenance. Sarah a demandé,
une pointe distincte d'amusement sombre dans sa voix professionnelle. Exactement, ai-je répondu. Dites-lui que le PDG conclut un appel international vital et qu'il sera avec lui sous peu. Laissez-le attendre. Je me suis rassis et j'ai regardé le flux de la caméra de sécurité en direct depuis l'écran de mon ordinateur portable. Les lourdes portes d'ascenseur en acier se sont ouvertes à l'étage de la direction et Charles Vance est sorti en trombe comme un taureau enragé. Il ne ressemblait absolument pas au roi arrogant et intouchable qui m'avait insulté le vendredi soir. Son costume follement cher était profondément froissé. Sa cravate en soie était desserrée et pendait de travers, et son visage était luisant d'une lourde pellicule de sueur terrifiée. Il ressemblait exactement à un homme désespéré qui se noyait activement. Sarah l'a accueilli dans le couloir avec un professionnalisme glacial et impeccable. Elle a doucement guidé le milliardaire frénétique dans la salle de conférence en verre et a fermement fermé la lourde porte insonorisée derrière lui pendant 30 minutes insupportables et angoissantes. Je l'ai laissé s'asseoir là, seul. Je l'ai observé attentivement sur le flux de la caméra haute définition. Le soleil matinal intense et implacable rayonnait directement à travers les immenses fenêtres en verre, transformant la pièce en une serre étouffante. Charles arpentait la moquette comme un animal piégé et paniqué. Il vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle toutes les quelques secondes, essuyant agressivement son front en sueur avec un mouchoir en soie blanche. Toutes les 5 minutes, il frappait violemment du poing sur la table de conférence en acajou, de pure frustration. Il vivait actuellement quelque chose qu'il n'avait probablement jamais ressenti de toute sa vie privilégiée et protégée. Une impuissance totale et dévastatrice. Il était complètement, entièrement à la merci d'un homme sans visage qu'il n'avait jamais rencontré. Un homme qui tenait tout l'héritage de sa famille fermement dans la paume de sa main. J'ai pris l'épais dossier physique contenant les conditions de l'offre publique d'achat hostile et les données financières dévastatrices qu'Elia venait de livrer. J'ai pris une profonde inspiration pour me recentrer, laissant la certitude calme et absolue de la victoire totale s'installer sur mes épaules. Je suis sorti de mon bureau silencieux et je me suis dirigé lentement le long du long couloir moquetté vers la salle de conférence B. J'ai tendu la main et j'ai saisi la poignée de porte en métal froid. Il était enfin temps d'entrer et de montrer à Charles Vance qui était vraiment le déchet de la rue. J'ai abaissé la lourde poignée de porte en métal et la solide porte en verre de la salle de conférence B s'est ouverte avec un clic. Le son était incroyablement silencieux, mais dans cette pièce étouffante et ensoleillée, il aurait tout aussi bien pu être un coup de feu. Charles Vance a brusquement tourné la tête vers l'entrée. Il se tenait près de la fenêtre du fond, les mains sur les hanches, sa veste de costume coûteuse jetée sur une chaise voisine. De larges taches de sueur tachaient sa chemise habillée sur mesure. Lorsqu'il m'a vu dans l'embrasure de la porte, ses yeux se sont écarquillés de choc absolu, suivis immédiatement par une vague de la rage familière et arrogante que j'avais vue à la table du dîner le vendredi soir. Il a fait un pas en avant, son visage prenant une teinte violette profonde et colérique. Il pensait en fait que je l'avais suivi. Il croyait sincèrement qu'un homme de mon milieu serait assez mesquin pour harceler un milliardaire jusqu'à un bureau d'entreprise juste pour régler un compte personnel. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» a aboyé Charles, sa voix résonnant bruyamment sur les murs de verre. « Tu m'as suivi ? Es-tu fou ? Sécurité. J'appelle la sécurité tout de suite. Sors de cette pièce immédiatement. Je n'ai pas de temps pour tes drames d'adolescents pathétiques aujourd'hui. J'attends le PDG de cette entreprise. Et quand il arrivera, je m'assurerai que tu sois arrêté pour violation de propriété privée. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'ai pas bronché. Je suis entré calmement dans la pièce et j'ai laissé la lourde porte en verre se refermer derrière moi. L'insonorisation de la pièce était absolue. Le bruit chaotique du siège social de l'entreprise à l'extérieur a complètement disparu, ne laissant que le son de sa respiration lourde et paniquée. J'ai traversé lentement la moquette épaisse. J'ai complètement ignoré ses cris. J'ai contourné les chaises d'invités standards. Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers l'immense fauteuil en cuir à haut dossier tout en haut de la table en acajou. C'était le siège de l'autorité absolue. Je l'ai tiré, je me suis assis, j'ai ajusté les poignets de mon costume et j'ai délibérément croisé les jambes. J'ai posé l'épais dossier que je portais carrément sur la table devant moi. « S'il vous plaît, Charles, dis-je, ma voix basse, stable et résonnant d'une autorité incontestable. Asseyez-vous. » Il s'est figé, sa main, qui avait été plongée dans sa poche pour son téléphone afin d'appeler la sécurité, s'est arrêtée net. Il m'a regardé, assis confortablement dans le fauteuil de direction.
Il a regardé les chaises vides entourant l'immense table. Il a regardé la porte fermée. Puis il m'a de nouveau regardé. Je pouvais littéralement voir les rouages tourner dans sa tête. Le cerveau humain est une chose fascinante. Lorsqu'il est confronté à une réalité impossible, il essaie de rejeter l'information. Charles Vance était un homme qui avait bâti toute sa vision du monde sur la certitude absolue que les gens comme moi appartenaient au bas de l'échelle et que les gens comme lui appartenaient au sommet. L'image visuelle de moi assis sur le siège du pouvoir chez Nexus Dynamics était en train de briser complètement son architecture mentale. Vous, a-t-il commencé, sa voix perdant soudain toute sa confiance retentissante. Il a dégluti difficilement. Vous travaillez ici. C'est ça? Vous êtes un assistant. Un associé. Je vous ai dit de vous asseoir, Charles, ai-je répété, mon ton légèrement plus froid cette fois. Il n'a pas bougé. Il a fait un pas hésitant et tremblant plus près de la table. Ses yeux sont tombés sur le revers de ma veste de costume. Épinglé solidement au tissu se trouvait un petit badge en argent discret. C'était une épinglette d'habilitation de sécurité sur mesure. Elle était gravée du logo en hélice de Nexus Dynamics et juste en dessous, en petites lettres nettes, se trouvait le mot PDG. La prise de conscience l'a frappé lentement. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Elle lui a grimpé au cou comme une éruption cutanée douloureuse et brûlante. Sa mâchoire s'est affaissée. Le sang s'est complètement retiré de son visage, le laissant pâle et maladif sous la lumière crue du matin. Il a regardé l'épinglette en argent. Il a regardé l'épais dossier posé sous mes mains. Puis il a regardé droit dans les yeux de l'homme qu'il avait traité de déchet de la rue. Non, a murmuré Charles, secouant lentement la tête. Il s'est agrippé au bord de la table en acajou pour se stabiliser. Non, c'est complètement impossible. C'est une blague. Vous êtes le petit ami de Chloé. Vous n'êtes personne. Vraiment, ai-je demandé, me penchant légèrement en avant, posant mes coudes sur le bois coûteux. Vous avez fait vos recherches sur moi, n'est-ce pas, Charles? Avant le dîner. Je sais que vous l'avez fait. Vous avez engagé des détectives privés. Vous vouliez savoir exactement qui sortait avec votre fille. Il m'a dévisagé, sa bouche s'ouvrant et se fermant, incapable de former une phrase cohérente. Vos enquêteurs ont vu exactement ce pourquoi vous les avez payés, ai-je continué, ma voix tranchant l'air lourd. Ils ont vu les foyers d'accueil financés par l'État. Ils ont vu le community collège public. Ils ont vu les années de travail acharné comme serveur et de travail manuel. Et au moment où vous avez vu ces choses sur le rapport, votre cerveau aristocratique s'est complètement éteint. Vous avez cessé de chercher. J'ai pris le dossier et je l'ai tapoté doucement sur la table. Vous étiez tellement occupé à me regarder de haut que vous avez oublié de regarder où je suis réellement allé après avoir récuré les soldes de ce restaurant. Vous avez complètement manqué les 12 brevets technologiques internationaux déposés sous mon nom. Vous avez manqué l'introduction en bourse de cette même entreprise. Vous avez complètement manqué le fait indiscutable que l'ordure de gouttière que vous avez publiquement humiliée le vendredi soir possède l'oxygène même dont votre entreprise a besoin pour survivre aujourd'hui. Les genoux de Charles ont finalement cédé. Il s'est effondré lourdement sur la chaise en face de moi. Il a instantanément paru avoir 10 ans de plus. Le patriarche milliardaire, le roi terrifiant de Newport, avait l'air petit, dégonflé et complètement brisé. Julian, a-t-il balbutié, sa voix tremblant violemment. Il a essuyé la sueur de ses yeux. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. Il y a eu un malentendu énorme et terrible. Était-ce un malentendu lorsque vous m'avez regardé dans les yeux et que vous m'avez traité de chien errant, ai-je demandé calmement, sans élever la voix. Était-ce un malentendu mineur lorsque vous avez annoncé à une salle pleine de politiciens que je polluais votre noble lignée? J'étais ivre, a-t-il plaidé, se penchant sur la table, les mains jointes dans un geste de supplication pathétique. J'étais sous une pression incroyable. C'était un dîner de famille privée. Cela n'avait absolument rien à voir avec cet accord commercial. Vous devez séparer le personnel du professionnel. Cela a absolument tout à voir avec les affaires, ai-je répliqué sèchement, le tranchant de ma colère perçant enfin la façade calme. Tout mon modèle d'affaires est basé sur la recherche de potentiel là où d'autres ne voient rien. J'investis dans les gens. J'investis dans le travail acharné. Votre entreprise est basée sur l'exclusion. Elle est basée sur un prestige non mérité. Elle est basée sur l'idée arrogante que les non hérités comptent plus que l'innovation et le courage réel.
Je ne m'associe pas avec des dinosaures mourants, Charles. Je les enterre. Vous ne pouvez pas me faire ça, a-t-il dit, des larmes se formant réellement au coin de ses yeux. Vous ne pouvez pas retirer le financement. Sans cette fusion, les actions de Vance Énergie tomberont à zéro d'ici midi aujourd'hui. Nous serons complètement insolvables d'ici la fin de la semaine. C'est un enterrement d'entreprise. Pensez à l'héritage de l'entreprise. Pensez aux milliers d'employés qui dépendent de moi. Pensez à Chloé. Je pense aux employés, Charles, dis-je en ouvrant le dossier et en sortant la pile de documents financiers qu'Elia m'avait donnés. C'est exactement pourquoi je fais ça. J'ai fait glisser la première page sur la table en acajou. C'était un registre interne très détaillé et très illégal. Il montrait exactement comment Charles avait déplacé des millions de dollars des fonds de pension des employés pour couvrir ses dettes d'entreprise massives. Charles a baissé les yeux sur le papier. Ses yeux se sont écarquillés de terreur pure et absolue. La dernière petite lueur d'espoir a disparu de son visage. Il savait qu'il était pris. Vous avez volé leur salaire, dis-je, ma voix empreinte d'un pur dégoût. Vous avez pillé les comptes de retraite de la classe ouvrière pour protéger votre style de vie de milliardaire. Vous risquiez le fonds d'études de leurs enfants juste pour garder votre jet privé alimenté. Vous êtes un criminel. Il n'a pas parlé. Il a juste fixé le papier, ses mains tremblant violemment. Je ne vais pas vous laisser détruire leur vie, ai-je déclaré fermement. Voici le nouvel accord, Charles. Nexus Dynamics va acquérir Vance Énergie aujourd'hui. Ce ne sera pas une fusion d'ego. Ce sera une acquisition hostile. Nous achèterons votre entreprise en ruine pour exactement $1 par action afin de la sauver de la faillite totale et de garantir le fonds de pension. $1, alta-t-il en me regardant. Ça anéantit toute ma participation. Ça me laisse avec rien. Vous n'avez déjà rien, l'ai-je corrigé. Mais il y a une dernière condition pour ce sauvetage. Vous signerez une lettre de démission immédiate. Pas de parachute doré, pas d'énorme indemnité de départ, pas d'honoraires de consultation. Vous quitterez cette entreprise dès maintenant, les mains complètement vides. Et vous ne mettrez plus jamais les pieds dans un bâtiment de Vance Énergie. J'ai bâti cette entreprise, a-t-il crié, un bref et pathétique éclair de son ancienne arrogance revenant. Vous ne pouvez pas me prendre mon héritage. Et la nuit dernière, vous l'avez détruit, ai-je répondu froidement. Vous avez exactement 10 minutes pour décider. Si vous refusez de signer les papiers de transfert et de démission dès maintenant, je remettrai ce registre à la SEC et au procureur fédéral. Vous passerez le reste de votre vie naturelle dans une cellule de prison fédérale. Choisissez. Il m'a regardé. Il a regardé les preuves accablantes sur la table. Il était acculé. Il n'y avait pas d'avocat pour le sauver. Il n'y avait pas de fonds fiduciaire pour acheter sa sortie. Pour la toute première fois de sa vie, Charles Vance a été contraint de payer le prix réel de ses actions. Le silence dans la salle de conférence B était lourd et suffocant. Je suis resté parfaitement immobile, regardant Charles se débattre avec la destruction totale de son ego. L'horloge murale tournait bruyamment, comptant les secondes de son règne. Exactement 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Sarah est entrée dans la pièce, suivie de près par 2 hommes. Le premier était David, l'avocat d'entreprise principal de Vance Énergie. Il avait l'air terrifié, serrant sa mallette comme un bouclier. Le deuxième homme était Elia Thorne, le directeur financier qui m'avait remis le dernier clou du cercueil de Charles. Elia avait l'air épuisé mais profondément soulagé. Derrière eux, debout juste à l'extérieur de l'embrasure de la porte dans le hall, se tenait Gabriel, le chef de la sécurité massif et impassible de Nexus Dynamics. Charles a levé les yeux alors que ses propres cadres entraient dans la pièce. Il s'attendait à ce qu'il se rallie à lui. Il s'attendait à ce que David commence à me lancer des menaces juridiques. Au lieu de cela, David s'est approché silencieusement de mon côté de la table et a ouvert sa mallette. Il a sorti une épaisse pile de contrats d'acquisition finalisés et une seule lettre de démission tapée. « David » a murmuré Charles, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que c'est ? Tu es mon avocat. Défends-moi. » David a baissé les yeux sur ses chaussures, incapable de croiser le regard de son patron. « Je suis désolé, Charles. En tant que conseiller juridique d'entreprise, mon devoir légal est la survie de l'entité juridique. Pas envers vous personnellement.
Le conseil d'administration a tenu un vote d'urgence par téléphone il y a 15 minutes. Compte tenu de la chute catastrophique des actions et des irrégularités dans la comptabilité du fonds de pension, ils ont voté à l'unanimité pour accepter l'offre d'acquisition de Monsieur Thorne. Vous avez été officiellement évincé du conseil. Charles s'est tourné vers Elia. Toi tu lui as donné les registres. Tu m'as trahi. Elia a finalement regardé Charles droit dans les yeux, ses épaules se redressant. Non, Charles. J'ai sauvé les employés que vous vous prépariez à sacrifier. J'ai sauvé les gens qui font réellement le travail difficile. C'est fini. J'ai pris un stylo en argent coûteux de la table et je l'ai fait glisser sur le bois jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant les mains tremblantes de Charles. J'ai poussé la lettre de démission vers lui. Signé, ai-je ordonné. Charles Vance a pris le stylo. Sa main tremblait si violemment qu'il pouvait à peine saisir le métal. Il a baissé les yeux sur la seule feuille de papier qui le dépouillerait officiellement de son titre, de son pouvoir et de son identité. Il a laissé échapper une respiration rauque et pathétique qui ressemblait presque à un sanglot. Lentement, douloureusement, il a pressé le stylo sur le papier et a griffonné sa signature au bas de la page. C'était fait. Le roi milliardaire était mort. J'ai repris le papier, j'ai vérifié la signature et je l'ai remis à Sarah. Classez ça immédiatement, envoyez le communiqué de presse au réseau financier. Nexus Dynamics prend officiellement le contrôle de Vance Énergie. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste de costume. J'ai regardé l'homme brisé affalé sur la chaise. Votre badge de sécurité a été désactivé, Charles. Gabriel vous escortera hors du bâtiment. Charles s'est levé lentement. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé Elia ou David. Il avait l'air complètement vidé. Oh, et Charles, dis-je, ma voix l'arrêtant juste au moment où il atteignait la porte. Il a fait une pause, sa main sur le verre. Gabriel va vous faire descendre par l'ascenseur de service à l'arrière, les jeux informés, ma voix dégoulinant d'une finalité absolument glaciale. Nous aimons garder le hall principal dégagé pour les gens qui ont vraiment leur place ici. Gabriel a posé une main ferme et lourde sur l'épaule de Charles et l'a guidé vers le couloir. J'ai regardé à travers la vitre l'ancien milliardaire être emmené comme un simple intrus, forcé de descendre dans l'ascenseur de service avec les produits de nettoyage. C'était le genre exact de justice poétique que l'argent ne peut tout simplement pas acheter. À 14 heures, l'énorme acquisition d'entreprise a été officiellement annoncée sur tous les grands réseaux d'information financière du pays. L'action de Vance Énergie s'est légèrement stabilisée, n'étant plus en chute libre maintenant que le marché savait que Nexus Dynamics injectait des capitaux et prenait le contrôle des opérations. Mon bureau était un tourbillon d'activités, des avocats courant dans tous les sens, des équipes de transition organisant la logistique. Je me tenais près de ma fenêtre en examinant un nouvel organigramme lorsque Sarah a sonné à mon interphone. Sa voix était inhabituellement douce. Julien Chloé Vance est ici. Elle a contourné la sécurité du hall car elle avait encore le code d'accès invité que vous lui avez donné le mois dernier. Je peux la faire escorter par la sécurité immédiatement si vous le souhaitez. J'ai fait une pause, regardant la ville. Une partie de moi voulait la renvoyer. Une partie de moi en avait entièrement fini avec le drame de la famille Vance, mais une autre partie de moi savait que j'avais besoin de tourner la page, et peut-être elle aussi. Non, dis-je doucement. Laissez-la entrer. La lourde porte en bois de mon bureau privé s'est ouverte. Chloé est entrée. Elle avait l'air complètement différente de l'héritière glamour et polie que j'avais laissée debout dans l'allée de gravier le vendredi soir. Elle ne portait pas de soie sur mesure ni de bijoux coûteux. Elle portait un simple jean et un pull trop grand. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux étaient rouges et gonflés d'heures de larmes. Elle se tenait maladroitement près de la porte, serrant ses bras étroitement sur sa poitrine, regardant mon immense bureau de direction comme si elle me voyait pour la toute première fois. Elle a finalement compris la véritable envergure de l'homme avec qui elle sortait. Julien, a-t-elle commencé, sa voix rauque et faible. Asseyez-vous, Chloé, ai-je offert doucement, lui faisant signe vers le canapé en cuir. Je n'allais pas être cruel avec elle. La guerre était finie. Elle s'est approchée et s'est assise sur le bord absolu du coussin. Elle a regardé ses mains. Je sais tout, a-t-elle murmuré, une seule larme coulant sur sa joue. J'ai passé la matinée à parler à l'assistante de ma mère, puis j'ai acculé Wyatt avant qu'il ne s'enfuit de la maison. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une profonde honte. Je sais que ma mère est venue à votre appartement ce matin.
Je sais qu'elle a essayé de vous soudoyer avec 100 000 $ pour que vous me quittiez. Et je sais pour Wyatt. Je sais qu'il a essayé de vendre ses actions et de détruire l'entreprise dans le dos de mon père. Je sais pour la fraude aux pensions. Je me suis approché et je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, posant mes coudes sur mes genoux. Ça a été une journée difficile pour vous. Ça a été une journée horrible, m'a-t-elle corrigé, sa voix tremblante. J'ai regardé toute ma famille se déchirer comme des animaux sauvages pour de l'argent. Ma mère fait déjà ses valises et appelle des avocats pour demander le divorce avant que la SEC ne gèle leurs avoirs personnels. Wyatt est parti. Et mon père est assis dans son bureau sombre, fixant le mur. Elle a pris une profonde inspiration saccadée. Je suis venu ici pour m'excuser, Julian, pas seulement pour vendredi soir, mais pour tout. J'ai été incroyablement aveugle. J'ai grandi dans cette immense bulle de privilèges et j'ai laissé leur arrogance m'infecter. Quand mon père vous a traité de ces noms horribles, je ne vous ai pas défendu parce que j'étais une lâche. J'avais peur de perdre ma vie confortable. J'avais peur de perdre mon héritage. J'ai choisi ma sécurité plutôt que votre dignité. Et pour ça, je suis profondément, vraiment désolé. Je l'ai regardée attentivement. Pour la première fois de toute notre relation, elle ne portait pas de masque. Elle était à nu, confrontée à la laide réalité de son monde. J'apprécie vos excuses, Chloé, dis-je. Honnêtement, vraiment. Il faut du courage pour admettre ces choses. Y a-t-il un moyen, a-t-elle hésité, sa voix se brisant. Y a-t-il un moyen que nous puissions recommencer à zéro, sans l'argent, sans ma famille, sans tous les mensonges? J'ai ressenti un vif pincement de tristesse dans ma poitrine. J'ai tendu la main et j'ai doucement posé ma main sur la sienne. C'était un geste de réconfort, mais aussi un geste de finalité. Non, Chloé, dis-je doucement, mais avec une certitude absolue. Nous ne pouvons pas. Elle a fermé les yeux, laissant les larmes couler librement. Maintenant, elle n'a pas discuté. Elle savait que c'était la vérité. Tu dois découvrir qui tu es en dehors du non-Vance, ai-je expliqué, en gardant ma voix incroyablement douce. Tu dois apprendre à te tenir sur tes deux pieds. Et j'ai besoin de quelqu'un qui se tiendra à mes côtés, pas de quelqu'un qui doit apprendre à me défendre. La fondation est brisée, et nous ne pouvons pas construire une vie dessus. Elle a hoché lentement la tête, essuyant son visage avec sa manche. Elle s'est levée. Elle avait l'air plus petite, mais d'une certaine manière légèrement plus forte qu'avant. Merci, Julian, a-t-elle dit doucement. D'avoir été honnête avec moi, et merci d'avoir sauvé les employés aujourd'hui. Ils ne méritaient pas de perdre leurs moyens de subsistance. Prends soin de toi, Chloé. Je l'ai regardée sortir de mon bureau, fermant la porte doucement derrière elle. C'était la fin définitive d'un chapitre. La tempête était enfin passée, laissant un espace propre et calme dans son sillage. Avance rapide d'un mois exactement. La période de transition a été brutale, épuisante et entièrement nécessaire. J'ai pratiquement vécu au siège de l'entreprise, dormant sur le canapé en cuir de mon bureau, survivant au café noir et à la pure volonté. Intégrer une culture d'entreprise massive, lourde et toxique comme celle de Vance Énergie dans la machinerie élégante et efficace de Nexus Dynamics, c'était comme essayer d'apprendre à un dinosaure à piloter un vaisseau spatial. Mais nous l'avons fait. C'était un mardi matin frais lorsque j'ai tenu ma première réunion officielle du conseil d'administration en tant que président-directeur général unique de la nouvelle entité fusionnée. L'immense salle de conférence était bondée. L'air était épais d'énergie nerveuse. L'ancienne garde des cadres de Vance Énergie était assise rigidement sur leur chaise, terrifiée par la guillotine. Je me tenais en haut de la table, exactement là où Charles s'asseyait autrefois. Laissez-moi être tout à fait clair sur la nouvelle direction de cette entreprise, ai-je commencé, regardant autour de la pièce, croisant les yeux de chaque personne. L'ère du privilège d'entreprise est définitivement révolue. Nous n'exploitons plus un country club pour les privilégiés. Nous exploitons une entreprise de technologie. Votre nom de famille ne signifie absolument rien pour moi. Votre pédigré ne signifie rien. La seule chose qui compte dans ce bâtiment à partir d'aujourd'hui est votre compétence, votre intégrité et votre éthique de travail. J'ai vu quelques-uns des jeunes cadres hocher légèrement la tête en signe d'accord. Les plus âgés ont dégluti difficilement. Ce qui m'amène à mon premier point à l'ordre du jour, ai-je dit, prenant une télécommande et appuyant sur un bouton. L'immense écran derrière moi s'est allumé.
Il affichait une piste numérique très détaillée et indéniable de transactions boursières. Wyatt Vance, ai-je appelé sèchement. Assis à mi-chemin de la table, Wyatt a pratiquement sauté de son coûteux fauteuil en cuir italien. Il avait réussi à conserver son titre de vice-président pendant la transition initiale en se cachant derrière des couches de cadres intermédiaires. Il s'est levé, essayant de bomber le torse et de projeter de la confiance, mais ses yeux allaient et venaient nerveusement dans la pièce. « Oui, Julian », a dit Wyatt, essayant de paraître décontracté, tentant d'utiliser mon prénom pour impliquer un faux sentiment d'égalité. « Monsieur Thorne pour vous, les jeux corrigés instantanément. Je suis en train d'examiner les registres de négociation du matin de l'acquisition. Il semble que vous ayez tenté de vendre massivement à découvert les actions de cette entreprise et de vous débarrasser de millions d'actions sur la base d'informations privilégiées sur la fusion avortée. Quelques heures seulement avant l'annonce publique. » Wyatt est devenu blanc comme un linge. Toute la salle de conférence est tombée dans un silence de mort. C'est une complète méprise des actions automatisées de mon courtier. J'ai une équipe d'avocats d'entreprise qui expliquera clairement, vous n'avez pas besoin d'avocat pour expliquer ça, Wyatt. Vous avez besoin d'avocat pour vous éviter un pénitencier fédéral, les jeux interrompus, le coupant complètement. Vous avez essayé de réduire cette entreprise en cendres pour sauver votre propre fonds fiduciaire. Vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat, pour faute grave. Vous ne recevrez aucune indemnité, aucun bonus, et vous avez 10 minutes pour vider votre bureau avant que la sécurité ne vous escorte physiquement jusqu'au trottoir. La bouche de Wyatt s'ouvrit et se ferma comme un poisson suffocant à sec. Il regarda autour de la salle de conférence, cherchant désespérément un allié, quelqu'un pour défendre l'enfant chéri de la famille Vance. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Ils détournèrent tous le regard. Il jeta violemment son stylo sur la table, marmonna une série de jurons et sortit de la pièce en trombe, sa fierté héritée complètement brisée devant ses pairs. Maintenant, ai-je continué, me retournant vers la table comme si de rien n'était. Parlons des gens qui ont réellement maintenu cette entreprise à flot pendant la crise. Elia Thorne se redressa. Vous avez navigué dans une situation impossible, lui ai-je dit publiquement. Vous avez protégé les employés lorsque la direction a échoué. À compter d'aujourd'hui, vous recevez une promotion massive. Vous êtes le nouveau directeur des opérations de toute la division énergie. Vous avez ma pleine confiance. Elia hocha fermement la tête, un air de profonde gratitude sur son visage. Le message a été envoyé haut et fort à travers toute la structure de l'entreprise. Le travail acharné et l'intégrité seraient récompensés. La toxicité et le sentiment de dû seraient brutalement éliminés. La chute rapide et brutale de la famille Vance est devenue le récit édifiant par excellence de l'élite financière. On en discutait à voix basse et terrifié dans les country clubs et les galas de charité de tout l'État. L'univers a une façon très amusante d'équilibrer la balance et le karma n'est pas seulement un concept. C'est un comptable incroyablement efficace. Dans les 2 semaines suivant l'OPA hostile, la Security and Exchange Commission, SEC, a lancé une enquête fédérale massive et très médiatisée sur la gestion par Charles Vance des fonds de pension de l'entreprise. Comme je leur avais remis le disque dur crypté d'Elia rempli de preuves irréfutables, les procureurs fédéraux ont agi avec une rapidité terrifiante. Les avoirs personnels de Charles, ses comptes bancaires et ses énormes portefeuilles d'investissement ont été immédiatement gelés par ordonnance du tribunal. Le milliardaire imposant, l'homme qui avait déclaré avec confiance que les chiens errants n'avaient pas leur place à sa table, était soudainement incapable de payer les frais d'entretien de son manoir de Newport. Victoria Vance, fidèle à sa nature incroyablement superficielle et égoïste, n'est pas restée aux côtés de son mari pendant la crise. Le jour même où la SEC a annoncé les inculpations fédérales, ses avocats hors de prix ont officiellement déposé une demande de divorce très agressive. Elle essayait désespérément de couper ses liens juridiques avec Charles pour protéger ses propres avoirs restants, prétendant qu'elle n'avait absolument aucune connaissance de ses crimes financiers. Pour financer ses énormes frais de justice, elle a été contrainte de vendre aux enchères discrètement et de manière humiliante ses collections prisées d'art modernes et de sacs de créateurs pour une fraction de leur valeur. Wyatt, dépouillé de son titre d'entreprise et coupé de son fonds fiduciaire, a tranquillement déménagé hors de l'État, complètement déshonoré. Le nom de famille, que Charles avait vénéré par-dessus tout, était maintenant complètement radioactif. Ils étaient des parias sociaux. Ils n'étaient plus invités aux dîners exclusifs. On ne leur offrait plus les meilleures tables dans les restaurants. Ils étaient exactement ce qu'ils avaient toujours craint, devenir insignifiants.
Pendant que l'ancien régime se déchirait dans les tribunaux du divorce et les audiences fédérales, j'étais entièrement concentré sur la construction de l'avenir. Ma première priorité était de sécuriser les fondations. Lors de ma 3e semaine en tant que PDG, j'ai contourné les suites de direction et je me suis rendu directement sur le site de notre plus grande usine de traitement d'énergie au Texas. Je ne portais pas de costume de créateur. Je portais un casque de sécurité et des bottes à embout d'acier. J'ai rassemblé les chefs d'équipe et les représentants syndicaux. C'étaient des hommes et des femmes durs et travailleurs qui avaient passé le dernier mois terrifiés à l'idée que leur vie était finie. Je sais les rumeurs que vous avez entendues, ai-je dit à la foule par-dessus le fort bourdonnement des machines. Je sais qu'on vous a dit que cette entreprise était en faillite. Je sais que vous vous inquiétiez pour votre salaire, vos soins de santé et votre avenir. J'ai regardé un homme au premier rang. Il semblait avoir la cinquantaine, les mains calleuses de décennies de travail physique. Il ressemblait à un homme qui s'inquiétait de payer le mariage de sa fille ou les études de son fils. Je suis ici pour vous donner ma garantie personnelle absolue, ai-je déclaré à voix haute, en m'assurant que ma voix portait à travers l'immense sol en béton. Chaque dollar de votre fonds de pension a été entièrement audité, complètement restauré et définitivement verrouillé. Votre retraite est en sécurité. Vos emplois sont en sécurité. Nous ne fermons pas ces installations, nous les modernisons. Le soupir de soulagement collectif qui a envahi la foule était une chose physique et tangible. On pouvait littéralement sentir le lourd fardeau de l'anxiété se soulever de leurs épaules. Plusieurs travailleurs ont applaudi et l'homme au premier rang a essuyé agressivement ses yeux avec le dos de son gant sale. Au cours des 6 mois suivants, la transformation a été incroyable. Nous avons pris l'infrastructure vieillissante et inefficace de combustibles fossiles de Vance Énergie et l'avons agressivement intégrée à la technologie verte de pointe de Nexus Dynamics. Nous avons transformé d'anciennes raffineries en d'énormes centres de production d'énergie propre. Nous avons recyclé des milliers de travailleurs, leur donnant de nouvelles compétences pour une économie en mutation. Nous n'avons pas seulement sauvé l'entreprise, nous avons révolutionné toute l'industrie. Le cours de l'action n'a pas seulement récupéré, il a doublé. Mais plus important encore, nous avons construit une culture de loyauté féroce. Les gens qui travaillaient pour moi savaient que je les respectais. Ils savaient que je valorisais la sueur sur leur front plus que le nom sur leur acte de naissance. Cela fait exactement 2 ans depuis ce terrible dîner du vendredi soir à Newport. Ce soir, je me tiens seul sur l'immense et vaste balcon du siège social de Nexus Vance, à 50 étages au-dessus de la ville illuminée. Le vent est froid, mais le café dans ma main est chaud. Je regarde la grille sans fin de phares et de lampadaires. Je réfléchis profondément au voyage sauvage et imprévisible qui m'a amené à cet endroit exact. Je pense au concept d'être un chien errant. Charles Vance a utilisé ce mot comme une arme. Il l'a utilisé pour me faire sentir petit, isolé et fondamentalement indigne de respect. Mais en me tenant ici aujourd'hui, regardant un empire bâti sur le travail acharné et la résilience, je réalise qu'il avait complètement tort sur ce que ce mot signifie réellement. Être un chien errant ne signifie pas que vous êtes un déchet. Cela signifie que vous avez survécu. Cela signifie que vous avez été jeté dans le monde froid et impitoyable, sans filet de sécurité, sans fonds fiduciaire, sans un nom de famille puissant pour vous protéger. Et vous avez quand même trouvé un moyen de faire un feu. Vous avez quand même trouvé un moyen de vous battre, de vous adapter et de conquérir. Les gens qui sont obsédés par la lignée et les liens du sang sont généralement les gens qui n'ont absolument rien d'autre à offrir au monde. Ils comptent entièrement sur les réalisations de leurs ancêtres morts parce qu'ils manquent de la force nécessaire pour accomplir quoi que ce soit par eux-mêmes. Ils construisent des murs massifs d'arrogance pour cacher leurs profondes et pathétiques insécurités. Certaines personnes disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire? Avez-vous déjà dû vous opposer à quelqu'un qui vous méprisait constamment? J'aimerais vraiment lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour que nous puissions partager d'autres voyages incroyables ensemble. Restez forts, continuez à vous battre, et je vous verrai dans la prochaine.